Bienvenue dans votre espace d'échange La Voix de l'Environnement face à Raoul. Face à Raoul, ce jour reçoit le professeur Ifo Suspense Averti. C'est un écologiste. Il est chercheur principal dans le domaine des tourbières, maître de conférence au CAMES, et professeur à l'université Marian Ngouabi. Professeur, bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, professeur, au-delà de tous vos casquettes, celle qui nous intéresse aujourd'hui porte autour de la connaissance sur cette thématique bientôt devenue une information assez particulière dans le domaine de l'environnement et des négociations et tout ce qui encadre les processus des négociations, que ce soit sur le carbone, les finances et autres. Il s'agit des tourbières. Professeur, c'est quoi les tourbières? Qu'est-ce qu'il faut entendre par tourbière? D'accord, merci beaucoup, monsieur. Premièrement, je voulais vous remercier pour l'interview, ce moment. Euh, pour répondre à votre question, la tourbière, d'abord, il faudra faire la différence entre le mot tourbière et tourbe. La tourbière, c'est un espace géographique dans lequel s'est accumulé, on va dire, de la matière organique au cours des milliers d'années. Alors, cette matière organique qui s'accumule dans le sol constitue donc un type de sol qu'on appelle les sols très organiques et que ces sols organiques sont très très riches en matière organique. Donc la tourbe, on va dire, c'est un sol organique qui est très riche en matière organique et donc la composition varie suivant les définitions adoptées par les pays, par les partis, par les institutions de recherche. Le groupe auquel moi j'appartiens, qui est le groupe Congo-PIT, qui est un consortium international, nous avons convenu que la tourbe pour nous, c'est un type de sol riche en matière organique, dont la teneur en matière organique minimum doit avoir 65%, et donc l'épaisseur de cette matière organique doit être minimum de 30 cm. Mais où est-ce qu'on retrouve, au niveau du bassin du Congo, euh, ce type de sol ou bien de mangrove? Je suppose que nous sommes là dans le domaine tropical. Oui, la question que vous posez, elle est très importante et avant de la répondre, il faut dire qu'au niveau mondial, on distingue plusieurs types de tourbes et puis de tourbières, on va dire. Nous, dans le cadre du bassin du Congo, nous sommes dans l'espace bassin du Congo. Les tourbes se sont formées grâce à la présence de l'eau. Cette tourbe-là s'est accumulée depuis des milliers d'années sous l'eau. Donc c'est grâce à l'existence de l'eau dans le bassin du Congo que cette matière organique s'est accumulée sous l'eau depuis des milliers d'années. Mais vous avez aussi des tourbes dans d'autres régions du monde, comme en Amérique du Nord, dans les zones arctiques, dans les pays boréals aussi, vous avez de la tourbe. Alors, dans le bassin du Congo, la tourbe, elle est présente dans pratiquement tous les pays du bassin du Congo. On trouve quelques superficies. Et nous, dans le cadre de nos travaux de recherche, nous avons eu à faire une première publication en 2017 qui a présenté la cartographie de la tourbière dans la région centrale du bassin du Congo, entre la RDC et la République du Congo. Cette cartographie a été améliorée quelques années plus tard, et ce qui fait que l'étendue de cette tourbière dans le bassin central, elle est passée de 145 500 km² à aujourd'hui 167 500 km². Il y a eu une augmentation d'environ 20 000 km². Ça, c'est uniquement dans le bassin central du Congo. Lorsqu'on sort, on s'éloigne du bassin central du Congo en allant vers les pays qui sont tout autour du bassin central du Congo, notamment au Gabon, vous avez de la tourbe. Vous avez par exemple, au niveau de la Centrafrique aussi, il y a quelques indices qui prouvent qu'il y a de la tourbe. Au Cameroun aussi pareil. Bref, dans tous les pays de la CONIFAC, les investigations aujourd'hui ont démontré qu'il y avait de la tourbe dans tous ces pays-là, mais il reste à les cartographier.
Donc, on les retrouve un peu partout où l'eau favorise, où l'eau est d'abord stagne, parce que ça ne doit pas être une eau courante, ça doit être une zone où l'eau est stagne pour permettre à la matière organique de pouvoir s'accumuler sous l'eau. Et c'est dans ces conditions-là, en anaérobie, que la tourbe s'accumule pour se former. Et qu'est-ce qui fait justement des zones de tourbières aujourd'hui être classées comme des zones potentiellement dangereuses pour la planète? C'est quoi les Oui, spécificités de on ce? ne va pas utiliser peut-être forcément le mot dangereux. Plutôt, il faut dire que les tourbières, ce sont des écosystèmes en écologie qui sont particuliers, dans ce sens que, un, si nous prenons sur le plan écologique la richesse en biodiversité, les tourbières, ce sont des zones qui, d'après toutes les études scientifiques faites à ce jour, ont une spécificité originelle, c'est la biodiversité qui est très très importante. Ici, quand je parle de la biodiversité, c'est à la fois la biodiversité de la flore, mais aussi la biodiversité au niveau de la faune. Ça, c'est en termes de biodiversité. Deuxième originalité de cette zone de la tourbière, c'est que les premières estimations que nous avons faites sur la capacité en termes de stockage de carbone dans ces tourbières nous ont montré que nous sommes proches d'environ 30 milliards de tonnes de carbone contenues uniquement dans le bassin central du Congo. La troisième raison qui souligne de la spécificité et de l'importance écologique de cette zone de la tourbière, c'est que les tourbières finalement jouent un rôle très important dans la régulation de la circulation hydrique sur l'ensemble du bassin du Congo. Parce que lorsque nous voyons le bassin du fleuve Congo, partant de l'Afrique de l'Est jusqu'à ici, là où nous sommes, alors nous nous sommes aperçus qu'il y avait plusieurs ramifications de rivières et ces rivières chutaient dans le fleuve Congo et qu'il y avait une intime interaction entre cette tourbière-là et la circulation des eaux douces sur l'ensemble du bassin du Congo. Donc, ce sont là les trois principales raisons qui, à ce jour, donnent toute l'importance aux tourbières tropicales. C'est-à-dire qu'il devient en ce moment plus ou moins peu probable que les zones abritant les tourbières ne soient pas des zones exploitables en termes de revenus économiques. Oui, on est conscient que ce sont des zones qui ont une haute valeur en termes de biodiversité, mais aussi une haute valeur en termes de stock de carbone. Et nous venons de dire aussi une haute valeur en termes de régulation de la circulation hydrique dans la zone du bassin du Congo. Mais au-delà de cela, les études géologiques et minières plutôt ont démontré que dans certaines zones du bassin du Congo, on pouvait retrouver quelques, quelques, quelques nappes de pétrole qui ont été découvertes, notamment dans l'ensemble du bassin du Congo, que ce soit en RDC et un tout petit peu au nord de la République du Congo. Donc, ce sont des zones, on est conscient que ça a une grande valeur écologique. Le problème aujourd'hui, c'est d'aller, si possible, vers la compensation financière parce que ce sont des richesses qui appartiennent aux États. Et les États, de ce que nous savons, sont des États qui sont souverains. Ils sont libres de pouvoir utiliser ces énergies fossiles que l'on retrouve dans ces zones de tourbières. Mais le problème, c'est que ces États aussi doivent, on va dire, prendre en compte le fait que sur le plan environnemental, toute dégradation de ces zones de tourbières pourrait avoir un impact énorme sur le phénomène déjà existant de l'effet de serre additionnel. Donc le problème que vous posez, moi en tant que scientifique, j'encouragerais les États à avancer dans les négociations, à aller vers, comme cela est dit aujourd'hui dans le bassin du Congo, aller vers le marché carbone souverain, aller vers des marchés carbone qui puissent permettre à ces pays-là d'aller vers des compensations financières dues à la préservation, la conservation de ces zones de tourbières. Sinon, nous sommes conscients que ces zones seront dégradées. Mais comment est-ce que, professeur, permettez que je revienne un peu en arrière, mais comment est-ce qu'on mesure justement la quantification carbone
stockées dans les zones Pour de tourbières. mesurer le stock de carbone, on ne peut pas le faire en étant dans un bureau climatisé. Il faut multiplier les descentes sur le terrain. Et il y a plusieurs échantillonnages qui sont faits sur le terrain. On collecte des données sur le terrain et on procède par des mesures de densité, densité, matière organique et autres. Bref, il y a plusieurs tests et analyses qui sont réalisés dans les laboratoires et en plus couplés à la cartographie pour arriver à la conclusion sur le stock disponible de carbone dans une étendue quelconque. Pour le cas de la République du Congo, peut-on dire qu'une évaluation globale a déjà été faite pour justement délimiter toutes les zones à forte présence de tourbières? Pour l'instant, nous ne connaissons qu'une partie de la superficie de la République du Congo parce que nous n'avons pas encore produit la carte la carte plutôt des tourbières de la République du Congo. Le travail est en cours et nous espérons que d'ici à une année, 2 ans, avoir une carte qui représente l'étendue de la tourbière en République du Congo. Ça veut dire qu'une carte qui va prendre en compte tous les départements possibles administratifs que nous avons en République du Congo. Mais déjà, nous savons qu'en dehors de la grande tourbière du Nord Congo, qui inclut les départements de la Cuvette, de la Likwala, de la Songa et des plateaux, nous savons déjà que dans la Cuvette ouest, par exemple, il y en a, mais que dans d'autres départements du Congo, comme dans le Poul, un peu de la Bouenza et surtout au niveau du littoral, qu'il y a des étendues de tourbières. Maintenant, pour terminer, il y a un travail qui est en cours qui consiste à réfléchir sur la définition de la tourbe. Parce que il se pourrait que ce que nous appelons nous tourbe à certains endroits du Congo, après l'élaboration et l'adoption de la définition, assurément il y a des zones qu'on va écarter parce que ces zones ne seront pas considérées comme étant des zones de tourbe. Professeur, les tourbes seront localisées également dans des environnements où les populations également y résident. Et on parle de concentration en teneur carbone assez forte dans les périmètres où on retrouve tous ces tourbières. Mais est-ce qu'elles représentent déjà également un danger dans le cadre de la vie autour de ces communautés? Là, vous voulez parler de si on va dire si la tourbière est un facteur de risque sur le plan environnemental pour la Oui, santé de la pour population? la santé de la Non, population. aucunement. La tourbière ou la tourbe n'est pas une menace pour la santé de la population humaine. Eh bien, on parle justement des risques Mais c'est plutôt que la tourbière, elle est menacée par les populations humaines du fait de leur activité anthropique. Ça, c'est clair. Parce que nous avons parlé tantôt de la grande biodiversité, de la richesse de cette zone-là. Alors, ces populations sont conscientes de cela. Les zones de tourbière, pendant les phases de tillage, par exemple, lorsque l'eau se retire et tout, les zones de tourbière constituent des poches de réserve en faune de la population. Alors, ces populations ont compris qu'elles peuvent aller chasser certains animaux aquatiques dans ces tourbières-là. On retrouve des niches de crocodiles, on retrouve des niches de poissons qui sont restées là et qui attendent la remontée des eaux. Les populations y vont. Il y a certaines espèces forestières que l'on retrouve dans les zones de tourbières forestières qui sont coupées par ces populations pour construire on va dire, certains équipements utiles pour eux, comme des pirogues. Donc, c'est plutôt que la population humaine dans ces zones constitue une menace de dégradation pour les tourbières parce que toute activité anthropique va dégrader les tourbières qui sont là. Ah ben, professeur, s'il faut vous entendre, ça voudrait dire que les zones à tourbières sont en train seront prochainement définies comme des zones classées réserves protégées. Alors, mais le souhait, on va dire, le souhait, c'est cela, mais en tant que scientifique africain, il faudrait on va dire, le discours qui est porté par les négociateurs climat soit aussi entendu. C'est qu'il faut penser la compensation financière. Il faudra penser la compensation financière. Si la compensation financière n'est pas faite,
Ben, les populations sont dans leur droit de se nourrir et de cultiver, de cueillir, de prendre une partie du matériel biologique ou non se trouvant dans la zone de tourbière. Et tous ces facteurs-là de dégradation vont assurément occasionner la dégradation de la tourbière. Le risque étant justement au niveau de la gouvernance d'avoir également à exploiter ces zones pour les zones, je suppose, vous l'avez dit tantôt, qu'il y ait des zones pétrolifères qui sont également environnantes dans le domaine, le cadre de l'identification des tourbières dans certains Oui, endroits. il faut noter que ce soit en RDC ou en République du Congo, je ne parle pas, je ne vais pas parler de la RDC, moi je suis la République du Congo. En tant que scientifique, ce que nous avons nous noté, c'est que les décideurs en place en République du Congo, notamment le président de la République déjà dans ses discours, le président de la République du Congo dans ses discours, a mentionné que ce soit devant le Parlement réuni en congrès en Union soviétique, en Russie, lors de sa visite d'État, mais aussi d'autres occasions, le président de la République a pris l'engagement que le Congo ne puisse pas dégrader ces zones qui ont une haute valeur écologique. Et nous voyons toutes les actions du président de la République du Congo qui vont dans le sens de la préservation de ces zones de tourbière. Et au niveau gouvernemental, il y a la ministre de l'Environnement aussi du Congo qui, dans ses discours, mène un plaidoyer qui va dans le sens d'une compensation financière. Et ceci pourquoi? Parce qu'on est tous conscients que les populations locales ont besoin de satisfaire leurs besoins primaires. Si rien n'est fait, ben ces tourbières-là, qui jusqu'à aujourd'hui ont un pourcentage de dégradation très faible, finiront par se dégrader. Le dernier rapport Afrique sur les tourbières le démontre si bien. Nous avons participé à la rédaction du rapport Afrique sur l'état des tourbières. Nous voyons bien que les tourbières en Afrique du Sud, quand je parle d'Afrique du Sud, c'est la région Afrique australe. La région Afrique australe est la région d'Afrique où le pourcentage de tourbières dégradées est très élevé. Vous avez au niveau de l'Afrique de l'Est aussi plusieurs pays comme l'Ouganda et autres qui utilisent les tourbières comme un socle pour développer l'agriculture. La conséquence, c'est que ces tourbières sont dégradées. Tourbières sont dégradées. Et donc, le risque est là, puisque dans d'autres pays, on a noté déjà une forte dégradation de la tourbière. Bah, ce qui est arrivé chez les autres pourra aussi arriver dans le bassin du Congo si les mesures ne sont pas prises à temps pour assurer la compensation financière des populations locales, trouver une alternative sur le plan économique pour permettre à ces populations de gagner leur vie et de satisfaire leurs besoins primaires. Et comment justement aujourd'hui on mesure justement la prise en compte de cette problématique dans les négociations? Alors, le travail en cours, il faut dire que dans l'article 6, notamment de l'accord de Paris, qui parle des finances, sinon de la finance carbone et autres, euh, ce n'est pas bien libellé vraiment. Alors, le mot conservation sort à peine. Ce qui fait que dans les négociations aujourd'hui, on n'intègre pas la dimension de la préservation et de la conservation. Mais les négociateurs africains sont en train de travailler là-dessus pour que, sur le plan de la compensation, qu'on prenne en compte aussi les aspects, plutôt sur le plan de la négociation, finance-climat, qu'on prenne aussi en compte les aspects de conservation. Professeur, cela me permet de vous poser la question de savoir qu'est-ce qu'aujourd'hui vous avez constaté en ce qui concerne la dégradation justement de ces tourbières qui peuvent constituer justement un risque potentiel. Oui, merci beaucoup pour la question. Je crois qu'au nord de Brazzaville, nous avons un exemple qui est très palpant, c'est la tourbière de Ngamakala. La tourbière de Ngamakala, elle a la spécificité d'être, à ce jour, d'après les données scientifiques à notre disposition, c'est la plus vieille tourbière qui existe en République du Congo. Cette tourbière qui se trouve juste à la sortie nord de Brazzaville est en pleine dégradation parce que les populations locales l'exploitent pour satisfaire leurs besoins primaires. Et en tant que scientifique, mon appel, c'est d'apprendre
de ce site-là, comment développer un projet de restauration des tourbières. C'est un cas de colle très intéressant et je voulais profiter de votre plateau aussi pour en appeler à l'action on va dire, de toutes les parties possibles pour qu'un projet de restauration de cette tourbière-là soit développé et si possible même de la mise en cloche. Je sais qu'au niveau du gouvernement, il y a une action qui a été déjà entreprise dans ce sens-là. Nous, nous attendons juste que l'action soit concrétisée pour que cette zone soit protégée et que cela ne soit pas seulement protégé, mais qu'on trouve des bailleurs qui vont financer un projet de restauration des tourbières de Ngamakala. Euh, Quelles sont les zones vous ont servi de base pour vos études sur les tourbières en République du Congo jusqu'à ce jour? Oui, d'accord, merci. Bon, moi, en tant qu'enseignant à l'Université Maringouabi, je suis à la tête d'un laboratoire de recherche et au sein de notre laboratoire de recherche, nous avons plusieurs axes de recherche. Nous travaillons sur la caractérisation physico-chimique des tourbières. Nous travaillons aussi sur les aspects, nous avons commencé à travailler sur les aspects de l'impact des activités anthropiques sur la biodiversité. Nous travaillons aussi sur d'autres aspects comme les estimations des stocks de carbone au niveau de la biomasse aérienne, mais nous travaillons aussi sur les aspects de fonctionnement des forêts à tourbières. Là, ce sont nos principaux axes de recherche. Alors, pour ce faire, les données ont été collectées à plusieurs endroits en République du Congo. On a balayé toute la partie sud de la République du Congo, dans les plateaux, comme dans la partie nord du pays. Et comment est-ce que sur un plan régional, euh, vous vous êtes organisé dans le cadre de la collecte des données et le partage sur l'information sur les différentes tourbières Bon, dans jusqu'à le bassin présent, il n'y Congo? a pas encore un cadre légal mis en place. On a quelques contacts isolés avec quelques collègues. Peut-être qu'à travers aussi ce plateau, je pourrais aussi lancer un appel aux différents collègues qui sont dans la sous-région pour qu'on se mette ensemble et qu'on voit dans quelle mesure multiplier les études dans les différents sites tourbières. Pour les tourbières, on les retrouve aussi dans les mangroves. Donc, si dans ces pays-là où on nous suit, en Afrique de l'Ouest aussi, par exemple, le dernier rapport Afrique nous a montré qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest, on n'avait pas des données sur la caractérisation physico-chimique des tourbes, sur l'étendue, etc., etc. Si les collègues qui nous suivent sont présents en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Nigeria et autres, nous sommes prêts à collaborer pour qu'ensemble nous puissions améliorer la connaissance des tourbières tropicales et d'Afrique à travers ce partenariat. Et ça sera un plaisir pour nous que de partager nos expériences avec ces collègues des différents pays. Sinon, pour répondre à la question, il n'y a pas encore un cadre de travail, de concertation spécifique aux tourbières dans la sous-région et au niveau, on va dire, de l'Afrique. Mais je tiens à noter quand même que l'UNEP a été consciente de cela. L'UNEP qui a engagé cette étude-là du rapport mondial vise justement à combler ce vide-là. Et nous osons croire que l'UNEP va continuer dans ce sens-là pour que sur le plan scientifique, qu'il y ait davantage de données collectées sur le terrain pour améliorer notre connaissance des tourbières, non seulement dans la sous-région, mais je parle aussi au niveau du continent africain, puisqu'aujourd'hui, on a cette charge-là de rédiger le rapport scientifique sur l'état des tourbières sur le continent africain. C'est-à-dire que de nos jours, la recherche sur le domaine des tourbières demeure encore peu accompagnée en termes de financement et d'outillage. Exactement, exactement. Professeur, vous avez parlé tantôt des zones de mangrove qui sont également potentiellement fortement représentatives pour l'identification des tourbières. Est-ce qu'il y a des zones spécifiques où les études sont portées pour l'identification des Oui, densités oui. des tourbières? De façon générale, les tourbières tropicales se développent dans des zones marécageuses. Une zone marécageuse où il n'y a pas, on va dire, taux de variation en termes de quantité d'eau, où l'eau reste en permanence stagnée toute l'année dans ces zones de marécage. Pas dans les zones où l'eau vient et repart. Pas dans les zones saisonnièrement inondées, comme on dit. Pour retrouver la tourbière, il faut aller dans une zone de marécage
où l'eau reste en permanence toute l'année. Et c'est le cas, par exemple, pour les zones des tourbières forestières, et c'est le cas aussi pour les zones de mangroves aussi dans le littoral, la Pointe-Noire. Bien, merci professeur pour ces éléments de réponse sur cette question des tourbières. Je rappelle, vous êtes euh, chercheur principal dans le domaine de tourbières en République du Congo, enseignant à l'université Marian Ngouabi et maître des conférences. Merci de nous avoir répondu. Merci beaucoup, monsieur. Merci.